Aujourd'hui, nous allons parler des abbayes cisterciennes. Je vais tout d'abord vous en proposer une définition. Ensuite, nous allons recenser ensemble les abbayes en France. Nous verrons ensemble les fondateurs. Et enfin, le plan type d'une abbaye avec les étapes de la création d'une abbaye en particulier, celle de Notre-Dame de Fontenay. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. La définition d'une abbaye cistercienne. La fondation d'une abbaye cistercienne repose sur un retour strict à la règle de Saint Benoît. Prière et travail dans le silence et le dépouillement. La devise cistercienne étant ora et labora. Prière et travail. Les premiers zélateurs de cette foi régénérée, à partir de la toute fin du XIe siècle, cherchent les déserts de la campagne pour s'y installer, ainsi que les fonds de vallées isolés pourvus en eau et bois, voire pierres et minerais, fondement d'une vie autarcique. Après plusieurs années d'existence rudimentaire pour ces bâtisseurs, l'abbaye est composée de bâtiments hospitaliers et économiques, et dans ce que l'on nomme la clôture, des bâtiments de vie et de prière des moines et convers. Religieux non moines, illettrés pour la plupart, les convers travaillent aux différentes activités agricoles et artisanales pour la communauté, dans les granges qui parsèment le domaine de l'abbaye en dehors de ses murs. Ils vivent et prient séparés, même dans la nef, des moines de cœur de noble extraction. Ces derniers sont essentiellement tournés vers le travail intellectuel. Cette ségrégation est l'une des originalités de l'organisation cistercienne. L'église abbatiale, le plus souvent orientée vers l'est, est bâtie selon un modèle architectural rigoureux pour valoriser la lumière et la pierre, exalter la prière, le plein chant et le silence. Je vous propose maintenant de recenser différentes abbayes en France. Vestiges, superbe conservation ou restauration, nombreuses sont les abbayes cisterciennes visibles en France, sinon visitables. L'ordre est toujours vivant, scindé en deux familles, le Saint-Ordre de Cîteaux ou commune observance et l'Ordre des Cisterciens ou stricte observance. Voici une sélection des plus significatives d'entre ces abbayes pour leur histoire, leur site ou leur architecture. L'abbaye de Cîteaux, de Pontigny, de Fontenay, de Noirlac, de Fontmorigny, de Clairvaux, de Morimont, de Royaumont, de Sénonques, de Sylvacane, du Toronnais ou encore de Hautecombe. Les fondateurs. Saint Bernard de Clairvaux. Il n'est ni le bâtisseur de l'abbaye de Cîteaux ni le fondateur de l'ordre. Bernard de Clairvaux, 1090-1153, est le pivot du mouvement cistercien, infatigable activiste d'une cause qu'il a fait sienne au nom de sa foi. Il entre à Cîteaux en 1112. 3 ans plus tard, il fonde Clairvaux et en devient l'abbé. Par ses écrits, ses actes, il diffuse la pensée cistercienne. En 1146, il prêche à Vézelay la seconde croisade. On trouve l'expression la plus achevée de sa théologie mystique dans son sermon sur le Cantique des Cantiques, dans De la Considération et Apologie à Guillaume de Saint-Thierry. Ensuite, il y a Saint Benoît. On sait peu de choses sur Saint Benoît, né vers 480 à Nursie, en Ombrie. Il vit solitaire à Subiaco. Vers 529, il fonde un grand monastère au Mont Cassin. À la fin de sa vie, il rédige sa règle et meurt vers 550. La règle de Saint Benoît hérite de plusieurs siècles de littérature chrétienne et d'expériences monastiques. Elle fait la synthèse d'une tradition dans un texte de 73 courts chapitres qui mêle conseils spirituels et principes d'organisation communautaire. Au sein du monastère, le moine partage son temps entre la prière, le travail manuel et la lectio divina, c'est-à-dire l'étude et la méditation de la Bible et des textes des pères de l'Église. La discipline, le silence et l'humilité sont les vertus essentielles de celui qui se consacre à Dieu. La règle se diffuse lentement au 7e et 8e siècle et s'impose à l'ensemble du monachisme occidental sous l'impulsion de l'abbé Benoît d'Aniane, soutenu par Louis le Pieux. Sous l'influence bénédictine naissent de nombreuses abbayes, dont Cluny en 910 et son ordre, d'envergure européenne après 2 siècles. C'est avec cette puissance devenue fastueuse que veulent rompre ceux qui suivent. Robert de Molesme en 1098 à Cîteaux, dans un écart marécageux près de Dijon. Il y a également Saint Robert de Molesme. En perpétuelle quête d'un idéal conforme à la règle bénédictine, Robert de Molesme, 1029-1111, croit trouver le dieu de son expression à Molesme, qu'il fonde en 1075, mais il ne convainc pas ses compagnons du retour à la stricte règle. Avec un petit groupe, il découvre une terre retirée et fonde Cîteaux en 1098. Mais obligé de retourner à Molesme, il y meurt. Un de ses compagnons, Albéric, devint abbé de Cîteaux de 1099 à 1109. Et enfin, Saint-Étienne Harding. C'est le 3e abbé de Cîteaux, Étienne Harding, 1060-1134, d'origine anglaise,
qui passe à la postérité. Il se fait l'organisateur de l'ordre, surtout à partir du moment où le charismatique Bernard, alors de Fontaine, rejoint son abbaye en 1112. Commence alors la prolifération généalogique des filles de l'abbaye mère. Étienne édicte la charte de charité, sorte de constitution cistercienne, et les premières coutumes de l'ordre. Les textes primitifs cisterciens, nourris de la règle de saint Benoît, des textes des pères de l'Église, des auteurs antiques, Étienne Harding et Bernard de Clairvaux, intellectuels cisterciens, donnent son organisation à l'ordre cistercien en même temps qu'une philosophie. 3 textes essentiels en forment le socle. Il y a la charte de charité qui contient les règles institutionnelles, mais également l'apologie à Guillaume de Saint-Thierry qui livre les principes éthiques et esthétiques, et enfin l'exorde qui donne la somme des textes historiques et diplomatiques. Les cisterciens. Issus de la tradition bénédictine, mais par un retour au dépouillement originel fait de pauvreté et de solitude, l'ordre cistercien apparaît au tournant du XIIe siècle entre Bourgogne et Champagne, dans une période de réforme religieuse, de renouveau spirituel et d'expansion économique. L'abbaye de Cîteaux, dite le Nouveau Monastère, est fondée en 1098 par le moine Robert de Molène. De cette abbaye mère naissent 4 filles, La Ferté en 1113, Pontigny 1114, Clairvaux 1115 et Morimont la même année. Elles engendrent elles-mêmes d'autres abbayes dans l'Europe entière. On en compte 351 en 1153 à la mort de Saint Bernard. Étienne Harding, le 3e abbé de Cîteaux, fonde et organise l'ordre en 1112, tandis qu'au même moment, Saint Bernard de Clairvaux, fin lettré et politique, en diffuse l'esprit et la lettre dans toute la chrétienté. On nomme les cisterciens les moines blancs, contrairement aux moines noirs de Cluny, car ils ne teignent pas leurs vêtements. L'organisation cistercienne se distingue sous au moins 3 aspects. En numéro 1, la stricte séparation matérielle entre moines de chœur et convers. Ces derniers sont employés comme main-d'œuvre gratuite, qui institue un faire-valoir direct finalement très rentable. En numéro 2, le système de filiation qui voit les abbayes filles dépendre de leur abbaye mère, par le biais, entre autres, d'une visite canonique de l'abbé père, en principe annuelle. Et en numéro 3, le chapitre général, qui se tient tous les ans à la mi-septembre et réunit tous les abbés à Cîteaux, et qui fait figure de parlement cistercien. Ajoutez à cette organisation, la simplicité du culte et le strict dénouement architectural ont fait le succès de la révolution spirituelle cistercienne. Voyons maintenant les différentes étapes de la création d'une abbaye, avec un plan type en prenant pour exemple l'abbaye de Notre-Dame de Fontenay. En numéro 1, un site du bout du monde. Un fond de vallon, un ruisseau pour l'eau indispensable et des bois encore très présents malgré les défrichements, c'est la topographie idéale pour bâtir une abbaye. En numéro 2, la porterie. Seul passage à l'origine entre l'espace reclus de l'abbaye et le monde extérieur. Un portier surveille l'entrée avec un chien. Le chenil est d'ailleurs à proximité, accolé au colombier. En numéro 3, la chapelle des étrangers et la boulangerie. Pour les nourritures spirituelles et charnelles des hôtes et pauvres de passage, les 2 bâtiments sont accolés. En numéro 4, l'hôtellerie. Près de la porterie, c'est le bâtiment où mangent les hôtes, dans le réfectoire du rez-de-chaussée et où ils couchent dans le dortoir du premier étage. En numéro 5, l'église. Modèle de simplicité cistercienne avec son plan en croix latine qui n'utilise que la ligne droite, une nef, 2 bas-côtés, un transept et un chœur à chevet plat. En numéro 6, le dortoir. L'escalier des matines qui débouche dans le bras du transept permet aux moines de passer de l'église au dortoir situé au premier étage de l'aile orientale de l'abbaye. En numéro 7, le cloître. C'est le cœur de l'abbaye, fait pour la prière et la procession où chacune des 4 galeries a une fonction précise. En son centre, on trouve le préau ou le jardin. En numéro 8, la salle capitulaire ou du chapitre. C'est la salle où les moines se réunissent après la messe matinale pour lire un chapitre de la règle. C'est aussi la salle du conseil de l'abbé. On y a retrouvé l'armarium, c'est-à-dire l'armoire à livres. De chaque côté de cette salle, ouverte sur le cloître, se trouve la sacristie et le parloir. En numéro 9, la salle des moines ou scriptorium. C'est la salle de travail des moines, notamment pour la copie des manuscrits, d'où son nom de scriptorium. Elle est située près du chauffoir. En numéro 10, le chauffoir. Une des 3 seules salles avec la cuisine et l'infirmerie possédant une cheminée. En numéro 11, la prison. Celle-ci date du XVIe siècle. En numéro 12, l'infirmerie. Isolée à l'est des bâtiments claustraux, c'est le domaine du frère infirmier. Celle de Fontenay n'est pas d'époque médiévale. En numéro 13, la forge. Elle témoigne de l'activité artisanale et agricole de l'abbaye, ainsi que de l'exploitation du minerai de fer abondant alentour.
Derrière la forge, un canal alimentait les roues à aubes, entraînant marteau et soufflet. En numéro 14, le réfectoire des moines et les cuisines. Complétant l'aile sud, le vaste bâtiment détruit en 1745 était commun aux moines et converses. Le bâtiment des converses, qui occupait l'aile ouest de la clôture, a disparu en même temps que les converses. Et enfin, numéro 15, le logement des abbés commandataires. Bâti sur une partie de l'emplacement du bâtiment des converses, ce logement héberge les abbés qui, à la fin du Moyen-Âge, ne sont plus élus par la communauté mais désignés par le roi ou le pape. Ils ne résident plus à l'abbaye, mais la visitent de temps en temps. Voyons maintenant les grandes dates des étapes de la création de l'abbaye de Notre-Dame de Fontenay. 1118. 12 moines de Clairvaux, conduits par saint Bernard, établissent un ermitage près de Montbard, à proximité de l'étang Saint-Bernard, dans un lieu dit nommé Chastellum, où coule une source censée guérir la teigne. 2 frères ermites, Martin et Milon, y vivent déjà. Face à l'afflux de postulants à la vie monastique nouvelle, le premier abbé, Godefroy de Rochetaillé, qui est l'oncle de saint Bernard, décide de trouver un site plus vaste un peu plus haut dans la vallée. En 1130, c'est la date définitive de l'installation sur le site de l'abbaye de Fontenay. Elle est située dans le vallon des Aigrevilles, sur la commune actuelle de Marmagne, et cédée par l'évêque d'Autun et un autre oncle de Bernard, Reynard de Montbard. Après des travaux d'assainissement du sol, une première église, disparue au XVIe siècle, est construite, puis le cloître, la salle capitulaire et le dortoir. Pour cette nouvelle communauté, Bernard rédige son traité des degrés de l'humilité et de l'orgueil. En 1139, grâce à la grande fortune d'Hébrard, l'évêque de Norwich réfugié près de Fontenay, toute la construction des différents bâtiments et de l'église abbatiale s'accélère. On lit en latin sur la porte de l'abbaye, je cite, « L'Esprit de Dieu plane ici sur les eaux ». Les fontaines donnent son nom à la nouvelle abbaye et le ruisseau fournit aux moines l'eau qui leur est nécessaire. Et enfin, en 1147, consécration de l'abbatiale par le pape Eugène III, ancien moine de Clairvaux, en présence de 10 cardinaux et 8 évêques, de Bernard de Clairvaux, de nombreux abbés et moines, ainsi que de milliers de fidèles. Cela montre la portée de l'événement et l'exemplarité de Fontenay, la deuxième fille de Clairvaux et modèle d'abbaye cistercienne. L'ordre rayonne alors sur l'ensemble de la chrétienté. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissiez les abbayes et l'ordre cistercien. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut inspirer et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.